Et donc, nous allons faire une matinale sur l'épuisement professionnel et bien sûr les solutions qu'on peut décliner. Cette matinale vous est présentée par Florent Dupin, qui est directeur marketing entreprise pour Harmonie Mutuelle. Voilà, je vous laisse la parole. Je peux faire sans micro. Sans micro. Ouais. Bonjour à toutes et tous et ravi d'être présent avec vous ce matin pour voir Christelle de l'épuisement professionnel. Ce que je vous propose, c'est de poser des questions à encourager quand vous souhaitez. On a prévu un épisode de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas quand vous voulez m'interpeller, commenter, poser une question. J'encourage vivement à le faire. Pour introduire le sujet, voilà, on est vendredi matin. Je pense que comme moi, vous avez passé une dure semaine, vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Mais j'ai une bonne nouvelle parce que je vais vous parler d'énergie. Et ça, elle a parlé d'épuisement professionnel, mais chez Harmonie Mutuelle, on aime bien parler d'énergie. Et en fait, ça fait, voilà, chez Harmonie Mutuelle, on travaille au contact de 63 000 entreprises. Et depuis 3 ans, on a pas mal, on va dire, co-construit avec des dirigeants d'entreprises de tout secteur d'activité, de toute taille, pour se rendre compte d'une chose, c'est que la plupart des décideurs, des fonctions RH dans les entreprises cherchent tous et toutes à répondre à cette question. Mais comment demain, ou aujourd'hui, ou hier, on peut révéler tout le potentiel humain de l'entreprise? Alors, j'aurais pu venir vous voir il y a 1 an et demi, j'aurais tenu le même discours, sauf qu'un an et demi après, avec le Covid, cette question, elle a encore plus d'importance, elle est peut-être encore plus complexe sur la façon de l'appréhender. Et sur la façon de l'appréhender, je vous parlais d'énergie parce qu'effectivement, on peut parler d'engagement, de QVT, de RPS, c'est des choses que je pense que vous connaissez. Mais au-delà de ça, voilà, la question de remobiliser les salariés, de mobiliser les salariés est extrêmement importante. Mais en fait, pour nous, dans Harmonie Mutuelle, on a une conviction, le vrai débat, c'est comment s'assurer que vos équipes, que ce soit d'ailleurs les dirigeants, les collaborateurs, les managers, ont l'énergie suffisante au quotidien pour avancer, pour faire face au stress et pour s'investir dans le projet d'entreprise. Et c'est un peu tout le fil rouge de ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est de voir comment on peut s'assurer que les équipes ont l'énergie suffisante pour s'investir dans le projet d'entreprise. Voilà en matière d'introduction. Et pour commencer, donc révéler le potentiel humain, c'est un beau sujet. Est-ce que c'est une évidence aujourd'hui? On a la conviction que oui, c'est une évidence aujourd'hui. Et pourquoi on se pose cette question-là? Pourquoi pour nous, vous la posez cette question? Ce qui se passe au niveau des entreprises, c'est pas nouveau, hein, mais on essaye un peu de le schématiser, c'est que depuis quelques années, il y a d'importantes mutations, perturbations externes, internes, qui exercent des pressions constantes sur les entreprises et qui obligent les entreprises à se transformer parce que toutes ces pressions que doit absorber l'entreprise, eh bien, ça va challenger et voire même impacter l'activité et la performance. Là, vous avez un petit panorama, je ne vais pas tout le décrire en détail, mais de tout ce que doit absorber une entreprise au quotidien. L'entreprise a dû et devra continuer à absorber les effets de la mondialisation. Ça veut dire quoi? C'est que les entreprises cherchent constamment à revoir leur modèle d'affaires, doivent constamment à réfléchir comment conserver un petit peu de marge, parce que qui dit mondialisation, dit concurrence accrue, dit forcément des pressions de plus importantes sur les marges. Ça veut dire aussi de revoir un peu comment ça s'approvisionne avec la supply chain. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est un petit débat sur voilà, des entreprises qui ont allongé leur chaîne d'approvisionnement, qui ont été chercher très loin des matières premières. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, eh bien, ça pose problème. Donc l'entreprise doit absorber un certain nombre de chocs ou de pressions, comme la conformité légale. C'est des choses aussi qui doivent vous parler, qui ne sont pas forcément toujours sympas à appréhender, mais tout ce qui est RGPD, loi Pacte, retraite, pénibilité, ça c'est des choses qui s'imposent aussi au fur et à mesure aux entreprises. Le choc de la digitalisation, aujourd'hui quand on essaye de vendre à distance, quand on essaye d'automatiser, quand on voit ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de big data ou d'intelligence artificielle, il y a plein d'opportunités. Mais il y a aussi des risques dans la digitalisation, avec, on le voit notamment ces derniers jours, avec les notions de cyberattaque. Donc voilà, d'importantes mutations, qu'elles soient d'ailleurs environnementales, en matière de pratiques RH, en matière de consommation, qu'on soit en B2B ou en B2C, les consommateurs, particuliers ou entreprises, ne consomment plus de la même façon, donc les entreprises doivent s'adapter. Et puis, ce qui est peut-être moins évident, le concept familial, les modèles générationnels changent, et bien l'entreprise doit aussi absorber ce genre de pression parce que la monoparentalité a un impact sur la conciliation vie pro, vie privée. Manager les générations Y, un sujet très à la mode, mais c'est un sujet d'actualité aussi pour les entreprises.
Et puis se pose la question aussi de l'emploi des seniors, des aidants, des aidés. Bref, j'aurais pu, vous le voyez, multiplier les exemples. Et là, je pense que vous avez un bon panorama de ce que vous avez peut-être aussi au quotidien à absorber en matière de mutation. Je ne vais pas détailler le dernier choc que doit absorber l'entreprise, puisqu'on était dedans, on va en sortir progressivement, mais le choc Covid-19 a eu aussi des impacts au niveau des entreprises. Donc voilà, d'importantes mutations pour les entreprises à absorber. Et comme je vous le disais, pour absorber ces mutations, le grand sujet des entreprises, c'est qu'elles doivent se transformer hyper rapidement pour absorber ces mutations et pour rester compétitives. Et enclencher un cycle de transformation, qu'on soit une PME de 50 salariés ou un grand groupe de 10 000 salariés, eh bien, il y a toujours la même question qui se pose, c'est comment j'adapte ma vision stratégique à ces changements, quel impact ça a sur mon business model, mon portefeuille de produits, mes marges, comment j'adapte mon organisation, ma gouvernance, et le dernier virage peut-être, comment j'adapte aussi mes modes de management, mes modes de relation, la politique RH dans l'entreprise. Donc c'est un chemin hyper sinueux, c'est constamment que les entreprises doivent essayer de se transformer sur ces différents plans. Et là où je veux en venir, et je pense que vous l'avez vu, c'est que forcément, face à ces mouvements de transformation, l'entreprise est pressée, mais les femmes et les hommes dans l'entreprise sont aussi pressés parce que les salariés, qu'ils soient dirigeants, managers, collaborateurs, doivent s'adapter à ce cycle de transformation. Et vous comme moi, je pense que si on se pose quelques minutes et qu'on regarde dans le résultat, ces dernières années, on nous a tous demandé plus d'agilité, plus de polyvalence, plus de travail, en ce moment ou ces derniers temps, plus de télétravail, bref, toute la façon dont on travaille était organisée à changer, à muter, et ça a challengé en fait tous les équilibres au travail. Parce que forcément, une boîte qui se transforme, eh bien ça, je vais prendre quelques exemples, mais ça challenge considérablement la culture managériale. Ça va aussi faire poser des questions sur le système de reconnaissance. Ça va aussi poser des questions sur l'allongement des carrières ou la qualité du dialogue social. Puisque forcément, si on se transforme, comment on conduit, on fait passer cette transformation avec les partenaires sociaux. Donc, c'est aussi une rupture pour les femmes et les hommes dans l'entreprise. Et alors là, c'est moi, je vous ai parlé d'énergie et de choses positives qu'on va parler. J'ai juste une slide un peu moins positive, c'est celle-ci. Parce que forcément, je l'ai écrit un cycle de transformation assez rapide. Et il ne faut pas se voiler la face, c'est 10 ou 15 dernières années, en France, mais aussi comme dans d'autres pays. Tout ce que je vous ai décrit précédemment, eh bien, la conséquence de tout ça, c'est qu'on a des entreprises qui sont pressées humainement. Et ça a quand même des conséquences assez fortes. Et Harmonie Mutuelle, nous le voyons sur les contrats santé et prévoyance, ça a quand même des conséquences directes sur la performance économique et sociale des entreprises. J'aurais pu vous montrer plein de chiffres, j'en ai sélectionné 4 au hasard qui me paraissaient les plus évocateurs du mouvement, du phénomène que je décris. Les impacts des transformations, eh bien, ça a un impact sur les femmes et les hommes, et on le voit très bien sur les enjeux de productivité. Quand on a aujourd'hui, alors c'est des chiffres avant Covid, hein, je précise, mais quand on voit qu'on a un quart des salariés qui sont en situation de hyperstress au travail, forcément, ça a un impact sur la productivité dans l'entreprise. L'absentéisme, plein de données, mais quand on sait que l'absentéisme, si on la ramène à la masse salariale en France, c'est à peu près 4 000 € de coût par salarié, coût direct ou indirect, c'est un coût énorme pour les entreprises à absorber. On peut parler aussi de la fuite des talents. C'est une conséquence de tout ce que je viens de vous décrire. Et là, en France, on est bon parfois sur certains sujets, sauf que ici, on n'est pas forcément les meilleurs, puisqu'on est le deuxième pays le plus touché au monde par la fuite des cerveaux à l'étranger. Donc, il y a forcément des choses qui ne marchent pas. Et puis, l'autre élément positif, c'est que forcément, les entreprises qui ont compris qu'elles avaient un rôle très important et un enjeu devant elles très, très important, il y a des choses à gagner parce qu'en termes d'attractivité, une entreprise, qu'elle soit d'ailleurs une petite, moyenne ou grande, quand elle investit sur une marque employeur, ça permet de diminuer presque de moitié son coût de recrutement. Donc, vous voyez tous les enjeux qui se posent derrière aussi en termes de performance économique et sociale sur tout ce que je viens de vous décrire. Et j'avais commencé mon propos en disant que finalement, révéler le potentiel humain de l'entreprise, j'avais mis une évidence pour en interrogation. Est-ce que c'est une évidence aujourd'hui pour toutes les entreprises? Et bien, je serais tenté de dire que oui, parce que voilà, ça apparaît aujourd'hui une nécessité aux yeux de la plupart des dirigeants. Ici, vous avez le résultat d'un sondage qui avait été fait en 2019, donc avant Covid. Forcément, les résultats changeront lors de la prochaine édition de ce baromètre. Et c'est un baromètre qui, chaque année, questionne 500 dirigeants de PME et de TI pour savoir finalement c'est quoi le boulet
qu'ils ont à gérer ou la chose qui craignent le plus par rapport à la pérennité de leur entreprise. Et depuis 3-4 ans, ce qui est intéressant dans ce baromètre, c'est de voir que la première chose qui fait peur aux dirigeants de PME et de TI, et qu'ils n'arrivent du coup pas à appréhender comme il le faut, ce sont les risques humains. Donc loin devant le risque réglementaire, le risque d'incendie, le risque cyber ou le risque de financier, ce qui inquiète le plus les dirigeants de PME et de TI, ce sont les risques humains. Vous voyez, pour 72% d'entre eux. Et un enjeu complexe à appréhender, parce que quand on parle de risques humains, c'est juste un tout petit, mais c'est un ensemble de choses. On parle d'accidents de travail, de maladies professionnelles, de j'arrive pas à recruter, ou j'ai identifié de nouvelles compétences que je n'ai pas dans mon entreprise, ou j'ai des salariés qui sont en burn-out, ou j'ai des salariés qui ne croient plus dans le projet d'entreprise, ou j'ai des phénomènes de grève, ou j'ai des actions prud'homales. Bref, c'est tout ça, ce beau paquet des risques humains qui aujourd'hui, hier, avant le Covid, était le sujet numéro 1 qui faisait peur aux chefs d'entreprise pour la pérennité de leur entreprise. Donc, révéler le potentiel humain, oui. Chez Harmonie Mutuelle, on a la conviction, et c'est ce qu'on vérifie au jour le jour avec nos clients qui viennent, nos chefs d'entreprise qui viennent vers nous aussi pour les aider à appréhender ces sujets-là. Pour eux, c'est une évidence, c'est une nécessité. Parce que pour résumer, la plupart des dirigeants d'entreprise se retrouvent assez bien dans cette vision de dire, voilà, aujourd'hui, pouvoir compter sur des salariés en bonne santé, compétents. Compétences, ça veut dire derrière comment je maintiens, j'améliore les compétences, les nouvelles compétences des collaborateurs ou collaboratrices engagés, alignés sur ma stratégie. Voilà, en tant que chef d'entreprise, ça n'a jamais été aussi important, mais délicat à traiter. Et là, vous avez un résumé du cercle un petit peu vicieux, il n'est pas encore vertueux aujourd'hui, mais du cercle vicieux qu'on décrit. Des entreprises qui doivent se transformer de plus en plus vite, beaucoup d'exigences pour les salariés, et forcément plus de tensions. Et malheureusement, le constat qu'on fait, on le voit tous les jours, c'est plus d'épuisement individuel et collectif dans les entreprises. Donc voilà pour un peu dresser le portrait, le paysage des entreprises sur ce sujet. Donc révéler le potentiel humain, une évidence, mais vous vous en doutez bien, si on en arrive là aussi, c'est un sujet pas forcément simple à appréhender, et plutôt un exercice compliqué. Et pourquoi c'est compliqué d'aller travailler ce sujet des risques humains? Alors vous êtes tous ici dirigeants ou cadres dirigeants ou responsables de domaine RH sur des entreprises. Ce que je vais vous faire là, je pense, va vous parler assez simplement, et je pense que vous pourriez même le décrire beaucoup mieux que moi. Mais voilà, si on se met à la place d'un dirigeant d'entreprise ou d'une fonction RH dans une entreprise, se dire, tiens, je vais m'attaquer au sujet de comment je peux révéler le potentiel humain de mon entreprise, comment je peux y voir plus clair sur la situation de mes salariés et comment je peux passer à l'action. Et si on faisait ici d'ailleurs tout ensemble comme ça, en prenant un paperboard et on y va, on traite le sujet, ça serait assez compliqué. Parce que oui, vous pourriez me dire, on a quelques repères dans l'entreprise pour essayer de toucher du doigt ces problématiques-là. Vous allez pouvoir regarder le taux d'absentéisme dans votre organisation, vous allez pouvoir regarder le taux de turnover, le nombre de gens qui démissionnent, qui vont se lancer dans une autre aventure professionnelle. Vous pourriez regarder aussi le nombre de postes vacants, qui peut-être veut dire aussi des problèmes de pénurie de compétences, mais ça va être assez sec en matière d'indicateurs parce que ça va être des choses très chiffrées et du coup pas forcément très évocatrices d'une situation dans l'entreprise. Vous pourriez peut-être avoir d'autres repères, mais qui ne sont pas forcément toujours accessibles. Effectivement, on est capable tous dans une entreprise de voir quel est le taux d'absentéisme, le taux de turnover, mais compliqué de savoir derrière un salarié qui est en arrêt maladie, de savoir quelle est la cause de cet arrêt. Des salariés qui démissionnent, difficile d'avoir des enseignements très précis sur pourquoi ces gens ne se retrouvent plus dans l'entreprise et vont voir ailleurs. Donc c'est compliqué de comprendre les causes, c'est compliqué aussi, quand on n'a pas les causes, voilà, si j'ai un taux d'absentéisme élevé, comment je peux corriger le tir pour essayer de changer l'organisation dans mon entreprise. Donc les enseignements à tirer, ce n'est pas non plus quelque chose d'évident. Et puis si on va plus loin, si je vous demandais ici, dès maintenant, quel est l'état global de vos troupes, de vos équipes dans l'entreprise, je ne suis pas sûr que ça serait facile pour vous de répondre. Et puis si j'allais encore plus loin et que je vous demandais qu'est-ce qui fait que vos salariés sont plutôt dans un bien-être au travail et sont performants, ça serait peut-être aussi pour vous compliqué de me dire avec assurance, voilà ce qui permet à mes salariés d'être performants et ce qui parfois les empêche d'être au bon niveau de jeu. Donc c'est compliqué parce que les repères,
sont pas accessibles. C'est pas comme un reporting financier ou un reporting sur un autre domaine. Les risques humains, voilà, on est sur la science humaine, on n'est pas sur une science exacte, chose qui bouge beaucoup. C'est de l'humain, donc c'est compliqué. Et puis quand on veut se lancer dans l'aventure, généralement, il y a beaucoup de choses qui font peur, ou des obstacles opérationnels, organisationnels. Il y en a pas mal, mais ce que je voulais partager avec vous, c'est voilà, quand on se lance dans l'aventure, et voilà, depuis 3 ans, je travaille avec beaucoup de chefs d'entreprise ou de DRH sur ces sujets-là. Et à chaque fois, quand je commence à échanger avec eux, ils me posent toujours ces 3 questions. Mais si on veut y voir plus clair sur la situation de nos équipes, de quoi on parle? Et j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent aujourd'hui, des professionnels du sujet, on en a reçu plein, certains qui parlent de QVT, mais QVT, QVT c'est limité, c'est pas forcément très évocateur. RPS, on est sur un domaine parfois technique et puis qui est centré sur certains domaines. On parle parfois de bien-être au travail, qui devient galvaudé. Engagement, le mot engagement est devenu aujourd'hui galvaudé et certains chefs d'entreprise en sont devenus allergiques. Et puis celui qui hérisse encore plus le poil des dirigeants d'entreprise, ça va être le bonheur au travail, qui est à un moment donné quelque chose de sympathique, mais qui ne donne pas à voir de ce qu'on veut vraiment traiter dans le sujet. Donc c'est déjà le premier obstacle de quoi on parle. C'est compliqué de savoir ce qu'on veut mesurer et ce qu'on veut trouver quand on veut se dire mais c'est où en est potentiellement dans mon entreprise. Bien sûr, je caricature le propos quand je parle de bonheur au travail et de chefs d'entreprise ou de DRH qu'on les poils hérissés quand on parle de bonheur au travail, mais c'est ce qu'on a vécu. Ouais. Parce que je vois pas mal de personnes qui prennent des photos. Et la conférence est enregistrée et vous aurez un lien éventuellement dans la barre en replay. Voilà, bien, merci. En plus, je parle vite, donc voilà. Ça sera revu. Donc voilà, donc compliqué, premier obstacle de savoir de quoi on parle et ce qu'on veut mesurer. Deuxième obstacle, très bien si on voit plus clair, mais j'agis sur quoi? Est-ce qu'il faut agir sur les compétences, les systèmes de reconnaissance, les modes de management? Est-ce qu'il faut agir sur la conciliation vie pro, vie privée, qui devient aussi un sujet, puisque la vie privée a tendance de plus en plus à déborder sur la vie de travail et inversement. Et aujourd'hui, les DRH, ils sont confrontés à des salariés qui emmènent au travail parfois la médecine privée. Donc comment je traite ça? Est-ce que c'est la priorité? Donc compliqué de savoir sur quoi agir. Et puis la troisième, qui est peut-être la plus importante, parce que appréhender et prendre en main le sujet des risques humains, ce n'est pas uniquement du ressort de la DRH dans une entreprise, c'est forcément un projet collectif, ambitieux, stratégique. Et un ou une DRH tout dans une entreprise ne peut pas mener toute seule ce sujet-là. C'est forcément un sujet collectif à traiter, mais comment j'embarque toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit le COMEX, le CODIR, les dirigeants, les partenaires sociaux, les CSE, les managers, qui ont un rôle extrêmement important à jouer dans ce type de sujet, bien évidemment les collaborateurs et ou d'autres organismes externes, type la médecine du travail. Donc bref, quand je viens de vous décrire un petit peu une entreprise qui veut se lancer dans la prévention des risques humains, c'est pas chose simple aujourd'hui parce qu'il y a des taux, des chiffres qui peuvent être étudiés, mais derrière des chiffres compliqués de les faire parler. Et puis surtout, il y a des obstacles opérationnels, organisationnels pour se lancer dans l'aventure. La conséquence de tout ça, ce qu'on observe, c'est très souvent, à faute d'avoir des éléments précis sur la situation dans l'entreprise et d'avoir un petit peu la photo par d'elle-même, le bonhomme devant un tableau de bord. Tous les chefs d'entreprise rêveraient d'avoir en temps réel un reporting sur comment vont les salariés. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelque chose de simple à mettre en place. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que très souvent, les politiques RH et sociales dans les entreprises sont quelque peu pensées à l'aveugle. Je vais prendre une image, c'est un peu comme le reproche qu'on faisait au gouvernement sur la gestion de la crise Covid au départ, faute d'avoir des éléments suffisamment précis, détaillés sur comment évolue la crise épidémique, c'était compliqué pour le gouvernement d'agir et on leur reprochait de faire un peu des choses à l'aveugle. Eh bien, c'est pareil pour la politique RH et sociale. Souvent, c'est pensé à l'aveugle parce qu'on ne sait pas, on navigue à vue un peu sur comment sont les salariés. Et donc, l'autre conséquence de tout ça, c'est que souvent les politiques RH et sociales dans les entreprises sont pensées de manière uniforme pour tout le monde. Que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des commerciaux, des ouvriers de la chaîne, des infirmières, tout un tas de secteurs d'activité différents. Compliqué d'aller hyper personnaliser des politiques RH et sociales selon les populations dans l'entreprise. Parce qu'en fait, si on reprend l'image que vous avez à droite du support, le rêve
d'une fonction RH ou d'un chef d'entreprise, c'est de savoir en temps réel, mais où en sont mes salariés en matière d'énergie ou d'épuisement. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'ils soient performants? Forcément, dans l'époque qu'on connaît aujourd'hui, on va tous revenir, on l'espère, à une situation normale. Dans quel état je vais récupérer mes équipes pour celles qui étaient, par exemple, en télétravail? Et est-ce que je vais arriver à les faire venir pour certaines organisations? Et puis, voilà, le rêve, ce serait de savoir mais quels sont les écarts entre les commerciaux et les ouvriers à la chaîne. Est-ce qu'il y a une différence entre les jeunes et les moins jeunes, entre les cadres et les non-cadres? Est-ce qu'il y a une différence en matière d'énergie, d'épuisement? Quels sont les déterminants de la performance des salariés? Si j'arrive à savoir comment vont mes équipes, mais est-ce que je peux savoir aussi qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes dans l'entreprise? Et bien évidemment, la dernière question qui est la plus importante, si je savais tout ça, eh bien, je pourrais être capable de peut-être mieux cibler ma politique RH et sociale, et surtout, quand je mets 1 euro dans un dispositif de protection, de politique RH ou de protection sociale, est-ce que c'est l'action, le principe d'efficience, est-ce que j'ai mis 1 euro sur les bonnes actions, et quand je mets 1 euro sur n'importe quoi, des nouvelles méthodes de travail ou des nouvelles méthodes de management, est-ce que c'est efficace, est-ce que ça porte? Donc voilà, donc là je vous ai décrit un petit peu pourquoi c'est compliqué d'aller révéler le potentiel humain. C'est que ce n'est pas un exercice qui se fait comme ça, from scratch. Il y a quand même beaucoup de questions, d'obstacles à parcourir. Voilà, et en synthèse, on peut revenir sur l'image de l'iceberg pour illustrer tout ça. C'est bien évidemment, vous ne m'avez pas attendu pour savoir que vous avez dans vos structures un certain nombre de défis à relever, par de productivité, d'absentéisme, d'attractivité pour retenir les talents. Et en fait, c'est compliqué pour la plupart des entreprises de bâtir une politique pour répondre à ces sujets forts parce que vous ne disposez pas parfois des données objectives sur comment vont mes équipes. Donc, c'est l'image de l'iceberg, la face immergée et visible, c'est je mets des sous, j'investis dans une politique RH pour des nouvelles méthodes de travail, pour une campagne de prévention santé, pour un nouvel accord prévoyance, pour un accord d'intéressement, pléthore d'actions à mettre en place. Mais est-ce que je choisis ces actions en fonction en fait, de comment vont mes salariés et dans quelle mesure ils ont l'énergie pour s'investir dans le projet d'entreprise? Voilà pour révéler le potentiel humain. C'est une évidence pour la plupart aujourd'hui des organisations, mais c'est un exercice compliqué pour tout ce que je viens de vous décrire. Et la conséquence, c'est généralement, faute d'avoir les éléments suffisants, c'est assez fastidieux de bâtir une politique RH et sociale à la hauteur des enjeux. Vous me voyez venir, forcément. Je vais essayer d'illustrer un petit peu le problème ou le challenge qui se pose à la plupart des entreprises. Chez Harmonie Mutuelle, on a une conviction, c'est ce qu'on souhaitait partager avec vous ce matin, et vous l'avez déjà compris, j'ai déjà parlé un peu du mot énergie. C'est pour relever ces défis, il faut s'intéresser au niveau d'énergie des salariés. Je vais vous présenter un peu la manière dont chez Harmonie Mutuelle, on aide les entreprises justement à répondre à toutes les questions que je viens de vous décrire au préalable et les aider à bâtir une politique RH et sociale à la hauteur des enjeux. On ne peut pas aujourd'hui accompagner une entreprise si on n'a pas ces éléments sur mais finalement comment vont les salariés en matière d'énergie. Donc on va parler d'énergie, et ça va faire du bien en ce vendredi matin. Pourquoi parler d'énergie? J'aime bien cette image parce qu'elle illustre bien, je pense, ce que chacun de nous vit au quotidien. Collaborateurs, managers, dirigeants. Il nous faut tous aujourd'hui une énergie considérable pour continuer à avancer. Il nous fallait encore plus de carburant, un peu comme une voiture. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas tous être à bloc pendant 45 ans, pendant une carrière professionnelle. Il y a des moments où c'est un peu la balance de l'équilibre, on va être plutôt dans un stade épuisé, tantôt on va dans un stade d'énergie. Donc c'est constamment un équilibre à trouver pour chacune et chacun d'entre nous entre le travail, la vie privée, la santé, les loisirs, les phénomènes de stress, les épisodes de fatigue, les épisodes d'énergie. Tout ça n'est qu'une question d'équilibre. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'on ne peut pas être à bloc ou être totalement épuisé pendant 45 ans. Tout ça, c'est un jeu d'équilibre constant. Et partant de ce principe, la question qui se pose, c'est comment on peut maîtriser chacun individuellement et préserver son énergie. En fait, chez Harmonie Mutuelle, on a trouvé une réponse scientifique. On est rentré en contact avec l'Université catholique de Louvain, si vous connaissez, qui est une université belge, basée près de Bruxelles, à Louvain, où en 2012-2013, le docteur en psychologie Jacques Grégoire et ses équipes, donc le département en fait, des sciences humaines,
a voulu justement s'attacher à toute la problématique que je viens de vous expliciter, mais comment on peut mesurer, catégoriser un individu selon son état actuel. Autrement dit, est-ce qu'on est capable de dire si un individu est aujourd'hui énergisé ou épuisé? Est-ce qu'on est capable de comprendre pourquoi un individu est tantôt en plein d'énergie et tantôt en épuisement professionnel? Et en fait, cette équipe est partie d'un constat en 2013, c'est qu'il y avait dans le monde aucun outil qui n'existait pour repérer les indices d'un risque d'épuisement d'un salarié en entreprise. Et donc forcément pour essayer de prévenir ensuite son apparition. Donc ce département des sciences humaines a pendant 4 années mené un programme de recherche académique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, pendant 4 ans, ils ont essayé de chercher à dire comment on pourrait questionner un salarié pour être capable de lui donner le bon diagnostic, de capable de lui dire est-ce qu'il est énergisé ou épuisé. Donc ils ont essayé de créer un modèle multifactoriel. Et donc voilà, donc, pendant 4 ans, ils ont mené différentes recherches, et là, ils ont pendant quelques mois passé en revue toute la littérature scientifique qui existait sur le sujet, et en 2013, il y avait déjà une littérature extrêmement importante. Ensuite, ils ont essayé de conceptualiser un modèle multifactoriel, donc un questionnaire, un test. Ils ont ensuite confronté ce test avec des focus group avec à peu près 1000 salariés en burn-out pour s'intéresser à des situations. Forcément, quand on est en burn-out et en épuisement professionnel, les situations sont toutes différentes d'un individu à l'autre. Et puis, ils ont fait aussi des focus group avec pléthore de professionnels, que ce soit des médecins généralistes, des médecins du travail, des psychologues du travail, des coachs, des ergonomes, pour essayer d'affiner ce modèle conceptuel de test de l'épuisement professionnel. Et puis ensuite, ils ont créé une première version d'un test scientifique. Ils ont administré à 155 premiers salariés en burn-out. Et puis au fil des années, voilà, chaque année, c'est un test qui est affiné avec des analyses statistiques et psychométriques avancées. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne maîtrise pas ces analyses statistiques, mais vous voyez un peu le travail pendant 4 années pour arriver aujourd'hui en Belgique, en Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg, à peu près 110 000 salariés qui ont passé ce test scientifique pour être capable de savoir s'ils sont énergisés ou épuisés. Au-delà en fait, du programme de recherche, ce qu'il faut comprendre, ce qui a permis ces 4 années de recherche et d'analyse scientifique, l'approche scientifique, a permis en fait de mettre en évidence, avec tout ce que je viens de vous décrire précédemment, qu'en fait, dans notre carrière, quand j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être à bloc pendant. Eh bien, tantôt, naturellement, vous comme moi, on sera la plupart du temps dans notre carrière dans un état naturel d'équilibre. Mais c'est l'état naturel des choses, mais à certains moments, alors c'est des processus de long terme, on ne bascule pas dans le rouge du jour au lendemain, mais selon le moment de notre vie et ce qui se passe dans notre vie, on peut être amené à être des fois dans un stade progressif d'énergie et parfois dans un stade progressif d'épuisement, ce qu'on appelle le burn-out. C'est ce que je vous disais, on est sur un processus lent, on n'est pas d'un coup d'un seul à tomber dans tel ou tel stade, mais le test scientifique mis au point par les chercheurs permet déjà, face aux travaux de recherche, d'être capable de catégoriser un individu selon ces 3 stades. Comment la recherche scientifique a permis de faire ça? Elle a conclu à quelque chose d'important, c'est que pour être énergisé, en équilibre ou épuisé, il ne s'agit pas simplement de regarder, tiens, j'ai des maux de tête ou j'ai plus envie d'aller travailler le matin. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est des processus longs, c'est des processus complexes, c'est des processus systémiques. Et en fait, la première grand enseignement de cette recherche scientifique, c'est qu'en fait, pour savoir comment va un salarié, je le répète, eh bien, il faut mesurer chez lui la présence de différents symptômes de stress et de fatigue. Et donc, il faut faire un check-up complet à 360 degrés de l'intensité et de la fréquence de différents symptômes. Et donc, il faut regarder la santé physique du salarié, qualité du sommeil, tension musculaire, autres douleurs physiques. Il faut regarder sa charge émotionnelle du moment, les émotions ressenties, le degré d'irritabilité, le degré d'anxiété. Mais il faut aussi regarder la charge mentale, sujet extrêmement à la mode avec tout ce qu'on a vécu parfois en télétravail et l'hyperconnexion sur les outils numériques, en regardant est-ce que l'individu arrive encore à se concentrer. Je ne sais pas si vous, dans vos différentes journées de travail, des fois vous posez la question, tiens, je me rends compte que je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à décider, je n'arrive plus à mémoriser. Parfois, notre cerveau commence à être fatigué et on ne peut plus, ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle, on n'arrive plus à décider parce que notre cerveau ne nous suit plus. Et puis, on regarde aussi l'équilibre comportemental parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent se jouer sur l'attitude envers autrui, sur des comportements addictifs. Et puis, on va regarder ce qu'on appelle l'engagement professionnel. Est-ce qu'on est fier du job qu'on fait? Est-ce qu'on a le sentiment d'être efficace? Et puis, est-ce qu'on est satisfait, par exemple, du travail effectué?
Et donc, voilà, si on veut être sérieux pour être capable de dire et traiter le sujet de l'épuisement professionnel, eh bien, la recherche scientifique a montré que voilà, quand étudier l'état, le stade d'un individu, on ne peut pas le faire si on ne regarde pas ces 5 dimensions, ces 5 symptômes différents. Donc ça, c'est la première, on va dire, postulat de la recherche scientifique. Et la deuxième, qui est encore plus importante, parce que c'est bien beau d'expliquer, d'être capable de dire, voilà, un individu, vous comme moi, on est soit énergisé, soit équilibré, soit épuisé, mais c'est encore mieux de comprendre pourquoi. Et la recherche scientifique a montré que c'est bien la concomitance, l'intensité d'un ensemble de facteurs de risque qu'il faut étudier. Il y en a 29 en tout, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui peut amener un individu, vous comme moi, à être tantôt énergisé, tantôt équilibré, tantôt épuisé. Et donc là encore, il faut faire un check-up ou une photographie à 360 degrés de tout ce qui peut énergiser ou épuiser un salarié. Et ce n'est pas une mince affaire, c'est pour ça qu'il y a 29 facteurs de risque, parce que quand on y réfléchit 2 secondes, il peut y avoir pas mal de choses de l'environnement de travail qui peut nous énergiser ou nous épuiser. Si je prends quelques exemples, la clarté du rôle du salarié, ses responsabilités, les consignes qu'il reçoit au jour le jour, les perspectives de développement professionnel, tout ce qui est parcours professionnel, son autonomie, bien évidemment le soutien managérial qu'il reçoit au quotidien, mais ça peut être aussi est-ce qu'il se reconnaît dans l'organisation de la stratégie de l'entreprise, le sens du travail. Bref, il faut regarder tout ça déjà pour savoir qu'est-ce qui peut énergiser ou épuiser un collaborateur. Il faut regarder aussi son environnement numérique. Et comme je vous le disais il y a quelques secondes, sujet qui prend de plus en plus d'importance puisqu'on utilise de plus en plus les outils numériques. Et donc la charge d'informations qu'on reçoit jour par jour est forcément quelque chose qui peut énergiser ou épuiser. Si vous faites le compte en 30 secondes de la quantité de messages que vous recevez par jour, je suis sûr que ça peut être quelque chose qui peut vous épuiser au quotidien. La capacité à déconnecter, moi, à titre personnel, gros sujet, j'arrive pas à déconnecter, donc consulter ses mails à 22 h le soir, je dois absolument pas faire parce que ça fatigue et source d'épuisement. Et puis, sans jeter la pierre, je crois qu'il n'y a pas d'informaticien ce matin dans la salle, mais la qualité du support informatique est quelque chose aussi qu'il faut regarder parce que quand vous devez vous connecter à 36 logiciels dans la journée et qu'à chaque fois, ce n'est pas le même mot de passe, qu'il y a des lenteurs de connexion et ainsi de suite, bah, voilà, une nouvelle source d'épuisement qu'on n'appréhendait pas forcément il y a quelques années. Donc, bah, des choses qui vous paraissent sans doute évidentes en matière d'énergie ou d'épuisement, mais on va beaucoup plus loin parce que, comme je vous le disais en introduction, vie pro, vie privée, les frontières sont de plus en plus difficiles à établir et on n'est pas tous faits de la même façon. Donc, on a tous des traits de personnalité différents, on a un rapport à l'optimisme, au perfectionnisme qui sont tous différents. C'est des choses qu'il faut mesurer pour être capable de savoir ce qui peut énergiser ou épuiser un salarié. Et c'est important parce que si je fais un arrêt sur le perfectionnisme, dans le test scientifique qu'on propose, que les salariés peuvent tester, quand on obtient une vision sur l'ensemble des salariés de l'entreprise, eh bien, il peut se passer quelque chose d'important au niveau du perfectionnisme. Et je parle d'un cas réellement constaté dans une entreprise où, en fait, une grande partie des collaborateurs étaient perfectionnistes, donc un trait individuel, mais les résultats de l'entreprise montraient aussi que les managers étaient perfectionnistes. Et les résultats montraient aussi que l'entreprise avait une culture du perfectionnisme. Donc, le perfectionnisme est un gros sujet pour certaines entreprises et ce n'est pas qu'un sujet individuel. C'est pour ça qu'on le regarde, c'est que ça peut être un sujet individuel. Par niveau, il y a des gens qui sont perfectionnistes, pas forcément toujours quelque chose de néfaste, mais ça peut. Mais dans certaines organisations, si vous avez beaucoup de gens perfectionnistes, que les managers sont perfectionnistes, en plus la culture entraîne le perfectionnisme, ça peut vite épuiser l'ensemble de l'entreprise. Donc, on va regarder les traits de personnalité tels que celui que je viens de vous décrire. Et puis après, on va regarder le salarié, voilà, pour être capable de savoir s'il est dans un stade d'énergie ou d'épuisement. Il faut regarder sa vie privée parce qu'on peut, dans une trajectoire de vie, être confronté à des événements de vie douloureux, des problématiques financières. Beaucoup de DRH aujourd'hui reçoivent des salariés qui frappent à leur porte en disant voilà, j'ai des problématiques assez importantes à la maison, violence conjugale, surendettement. Et le salarié vient avec ces soucis-là dans le monde professionnel, forcément, ça fait partie d'un équilibre global de l'individu. Et dans la vie privée, forcément, d'autres choses, dans l'organisation à la maison, les déplacements, la conciliation pro-privé, plein de choses qui peuvent aussi énergiser ou épuiser les salariés. Et puis le dernier, forcément, là on est plutôt sur des facteurs qui peuvent être sans doute des échappatoires, des ressources, faire du sport, pratiquer des activités de loisirs, se nourrir plutôt correctement, c'est aussi des choses qui peuvent participer à avoir encore du carburant et de l'énergie. Donc voilà le deuxième postulat de l'analyse scientifique,
Si on veut comprendre pourquoi un individu va tantôt être dans un état d'énergie, d'équilibre ou d'épuisement, eh bien, on ne peut pas faire l'économie de regarder ces 29 facteurs de risque. Autrement dit, si on ne regarde que l'environnement de travail, on loupera certaines choses. Si on ne regarde que la vie privée, on loupera aussi des choses. On ne pourra pas avoir une vision efficace des choses. Donc voilà, vous l'avez compris, l'approche scientifique nous a permis effectivement d'être capable de catégoriser ces 3 stades, tantôt des salariés qui peuvent être énergisés. Donc énergisés, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'il y a des conséquences favorables au niveau physique, mental, émotionnel. Que tout va bien sur ces différentes dimensions. Et qu'en plus, il y a un équilibre à long terme entre des choses qui nous énergisent dans la vie quotidienne et d'autres qui nous épuisent. Et qu'en fait, le rapport est plutôt beaucoup plus de facteurs qui nous énergisent, et donc on arrive à faire face aux exigences de la vie quotidienne. À l'inverse, un salarié épuisé, ce n'est pas uniquement un salarié qui a mal à la tête ou qui a plus envie de bosser. Non, c'est un salarié qui a un certain nombre de symptômes physiques, mentaux, émotionnels, professionnels, et qui en fait est victime entre guillemets d'un déséquilibre entre des facteurs énergisants et des facteurs épuisants. Il y a beaucoup plus de facteurs qui l'épuisent, qui l'énergisent dans un rapport équilibre, et qui n'arrive plus à faire face aux exigences de la vie quotidienne parce que trop de choses l'épuisent au quotidien. Donc voilà en quelques mots l'approche scientifique que je peux vous décrire et qui explique pourquoi chez Harmonie Mutuelle, on a la conviction que si on veut répondre à comment je peux révéler l'entreprise, eh bien, il faut absolument regarder où en sont les salariés dans l'entreprise en matière d'énergie ou d'épuisement. Voilà, en synthèse, voilà, chez Harmonie Mutuelle, voilà, une conviction, c'est que pour révéler le potentiel humain de l'entreprise, un peu une synthèse, il faut être capable d'analyser à 360 degrés, mais quel est le niveau d'énergie ou d'épuisement des collaboratrices et collaborateurs dans l'entreprise. Et au-delà de ce constat, vous l'avez compris dans le test, que peuvent les salariés, on ne leur demande pas est-ce que vous êtes énergisé ou épuisé. On va aller chercher des choses au niveau des symptômes, on va aller chercher des choses au niveau des facteurs, des causes racines qui peuvent conduire un individu à un stade d'épuisement ou d'énergie pour être capable de dire à chacun des salariés s'ils sont énergisés ou épuisés. Et donc, on ne peut pas faire l'économie d'une approche scientifique robuste, complète, pour être capable d'appréhender ces enjeux que j'avais décrits en introduction comme étant relativement complexes. À appréhender. Est-ce que vous avez des questions? Je parle beaucoup, mais je donne beaucoup d'informations. Donc, si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas, ou des commentaires, ou si vous voulez qu'on revienne sur certaines choses. Le temps pour moi de voir un petit peu. N'hésitez pas à mettre l'informatisme participatif, mais dans l'échange, on n'est pas dans l'information de ça. Si vous avez des situations particulières que vous avez pu vivre et nous faire partager, il ne faut pas hésiter non plus. Non, c'est bon pour tout le monde, ça énergise tout le monde. Vous l'avez compris, en fait, ce qu'on cherche chez Harmonie Mutuelle, c'est d'énergiser les équipes dans les entreprises. Donc, pour terminer cette présentation, on vous propose de partager avec vous comment, justement, chez Harmonie Mutuelle, avec cette approche scientifique que je viens de vous décrire, on essaye, on aide, on accompagne des DRH, des chefs d'entreprise qui souhaitent justement mesurer, maximiser l'énergie de leurs salariés pour ensuite y voir plus clair et passer à l'action. La grosse difficulté, comme vous l'avez compris, c'est y voir clair et passer à l'action. Ce qu'on propose à ces entreprises, c'est que pour y voir plus clair et passer à l'action, il faut absolument mesurer et après essayer de maximiser l'énergie des salariés. Le mot énergie, quelque chose qui n'était pas forcément très développé, on parle plus de QVT, d'RPS ou d'engagement. Ça peut surprendre au départ, mais après, on rentre dans le sujet, on est tous, je pense, individuellement, on a tous besoin de carburant, d'énergie, de ne pas tomber dans l'épuisement. C'est bien ça l'enjeu. C'est comment aider les individus qui vont être dans l'épuisement. Et puis, on parle d'énergie parce que quand on accompagne les entreprises, on montre des choses qui marchent dans l'entreprise. Ça fait du bien aussi de montrer qu'il y a des facteurs, des choses qui énergisent les collaborateurs. Et on dit souvent aux entreprises, on vous montre des choses qui ne marchent pas, mais n'oubliez pas dans vos politiques RH sociales de cultiver, de valoriser ce qui marche. C'est forcément des choses qui marchent dans les entreprises. Voilà, ce que je vais vous partager ce matin, c'est donc une méthode. On a lancé il y a quelques mois, voilà, on a lancé un contact il
il y a 1 an et demi maintenant avec l'Université catholique de Louvain, quand on a découvert, quand on a eu le plaisir de pouvoir découvrir cette approche scientifique et on a tout de suite été intéressé chez Harmonie Mutuelle par cette méthode et on a voulu la développer en France puisqu'elle n'existait pas en France. Et donc, ce que je vous montre là, vous le verrez entre guillemets pas ailleurs puisqu'on est les seuls en France à disposer les droits d'utiliser cette méthode. Et la méthode en France, on a appelé Harmonie potentiel humain. Et le pitch, entre guillemets, est assez simple. Le stress, la fatigue, c'est inévitable. On n'est pas là pour vous dire qu'on va éradiquer le stress et la fatigue dans l'entreprise. C'est inévitable d'être confronté à du stress et de la fatigue. Mais on est convaincu que les entreprises peuvent jouer un rôle beaucoup plus important dans la protection, valorisation des salariés. Qu'il est possible, en fait, de développer économiquement l'entreprise en essayant justement de protéger le potentiel humain, en abordant justement cette dimension d'énergie. Et donc, la méthode Harmonie potentiel humain, tout ce que je vais vous présenter après, ça tient en une phrase. C'est un diagnostic scientifique. Scientifique, je ne sais pas vraiment dessus parce que j'ai essayé de vous expliquer encore en quoi l'analyse était scientifique. Mais c'est un diagnostic complet et concret, justement, pour aider les entreprises à mesurer et maximiser l'énergie des salariés. Voilà, c'est un diagnostic scientifique et c'est aussi un diagnostic complet. Voilà la manière dont on accompagne les entreprises et on met en place Harmonie potentiel humain. Ça part d'un constat assez simple. Il faut, si on veut traiter ces questions d'énergie et d'épuisement, travailler à la fois sur un plan individuel et collectif. En fait, on fonctionne avec les entreprises en 5 étapes. La première, qui est la plus importante, et qu'on prépare avec l'entreprise parce que ce n'est pas anodin ce qu'on fait, c'est qu'on propose, l'entreprise qu'on accompagne va proposer à tous ses salariés, que ce soit les dirigeants, les managers ou les collaborateurs, de passer le test scientifique qui va mesurer leur niveau de stress et de fatigue. C'est 20 minutes, 150 questions et tous les salariés sont invités à faire ce test. Et ce qui est important à retenir, on le verra juste après, c'est que l'entreprise n'interpelle pas ses salariés en disant soyez gentils, répondez à l'enquête de satisfaction ou Élysée, répondez au sondage. Non, c'est prenez 20 minutes pour vous poser quelques minutes sur votre équilibre. Je ne sais pas si dans l'assemblée, vous avez déjà pris 20 minutes dans votre carrière, pris vos ordi, coupé vos téléphones et vous êtes dit tiens, est-ce que je peux faire le point sur où j'en suis en matière d'énergie, d'équilibre, d'épuisement, qu'est-ce qui dans ma vie m'énergise, m'épuise? Je ne suis pas sûr que la majorité d'entre vous ait déjà fait cet exercice. Eh bien, c'est ce qu'on propose ici. C'est l'entreprise vous offre la possibilité de faire stop pendant 20 minutes et en introspection, de répondre au test pour savoir comment on va. Et c'est un vrai phénomène un peu d'introspection puisque une fois que vous avez répondu à la 151e question du test, instantanément, on ressort votre diagnostic personnalisé qui va donner aux salariés en fait un décryptage sur comment il va, globalement, mentalement, physiquement, toutes les dimensions, et qui va lui donner un petit peu un compte rendu de quels sont les facteurs dans sa vie quotidienne qui l'énergisent ou qui l'épuisent, et qui va lui donner des conseils pour devenir acteur de son équilibre. En fait, si je reprends l'image tout à l'heure de la balance, l'équilibre, on est tous acteurs de cette balance. On peut tous à un moment donné dire stop, ou dire je fais attention, je fais gaffe à telle ou telle chose, on est tous acteurs de son équilibre. Sauf que, bien évidemment, quand on se lance dans cette aventure, on peut provoquer certains malaises chez certains salariés qui vont peut-être inconsciemment savoir avant le test qu'ils ne vont pas bien et que le test va être un révélateur. Et du coup, il faut être capable d'intervenir. Et donc, quand on accompagne les entreprises, on met nous en place une ligne d'écoute et de suivi psychologique dédiée à l'entreprise avec des psychologues du travail qui peuvent prendre en charge très simplement et très directement les salariés qui le souhaitent. On peut avoir aussi d'autres cas de figure, des salariés qui pensaient que tout allait bien et que le test va leur dire qu'ils ne vont pas très bien. Donc, c'est des choses qu'on met en place et c'est des choses, cet accompagnement des psychologues du travail qu'on met en place durant tout l'accompagnement de l'entreprise. Après, vous voyez, on donne un bilan entreprise sur l'ensemble du personnel par les populations, donc on est capable de donner un résultat chiffré et un diagnostic à l'entreprise. Et l'entreprise peut être amenée à communiquer. Vous imaginez bien que si l'entreprise communique, on est 99% à être énergisé, que les 1% de salariés qui ont reçu leur test et qui étaient plutôt je suis épuisé vont peut-être mal réagir. Donc on met en place à travers de la communication interne en permanence cette équipe de psychologues qui peut aider les salariés. L'idée n'est pas de rajouter de la souffrance, mais plutôt de faire déjà de la prévention. Parce que peut-être que vous avez des entreprises, déjà des salariés qui ne vont pas bien, qui l'ignorent eux-mêmes et peut-être que vous aussi forcément vous l'ignorez. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est en proposant aux salariés de tester leur niveau de stress et de fatigue,
on fait déjà de la prévention, on dit aux salariés, tu vas peut-être pas bien, il est temps peut-être de te prendre en main en la matière, ou que ton entreprise, ou que les psychologues t'aident à aller mieux. Donc voilà, cette troisième étape, elle est importante. Et puis après, quand une majorité des salariés ont pu faire le test, eh bien, on présente à l'entreprise un bilan. C'est un diagnostic chiffré sur quelle est l'énergie des équipes, sur l'ensemble du personnel, mais aussi par population. C'est tout l'intérêt de la démarche, c'est qu'on est capable d'aller regarder, tiens, quelle est l'énergie des commerciaux, quelle est l'énergie des ouvriers, quelle est l'énergie des cadres, des non-cadres. On peut croiser ça sur un nombre infini de données. Et puis ce bilan entreprise, à la fin, il y a une cartographie des risques qui montre assez facilement à l'entreprise, ben voilà quels sont les facteurs dans le rouge qui épuisent considérablement les équipes. Et puis à la, si je schématise, un pied en vert, quels sont les facteurs qui énergisent tes équipes, et on est capable de dire à l'entreprise, voilà, si tu veux travailler tel ou tel facteur en priorité, il y a sans doute telle ou telle piste à activer derrière. On ne fait pas un plan d'action pour l'entreprise, parce que chaque entreprise a envie aussi de peut-être faire son plan d'action elle-même et de prendre du recul, mais on est capable de dire à l'entreprise, voilà ce qui énergise ou épuise tes équipes, et voilà sans doute ce que tu dois creuser si tu veux cultiver ce qui marche bien, ou au contraire casser les facteurs qui épuisent les collaboratrices et les collaborateurs. Donc voilà la manière dont on intervient. Et dans le support, vous retrouvez un zoom sur chacune des étapes. Il ne s'agit pas de vous rentrer dans le détail, mais voilà, sachez que le test qu'on propose aux salariés est accessible via une plateforme digitale. Donc, comme je vous disais, c'est un test qui est validé scientifiquement. On ne peut pas toucher le moindre mot, la moindre virgule, parce que ce test fait l'objet d'une démarche scientifique. Il est adapté à tout type de secteur d'activité. En fait, on a deux tests. Un test pour les entreprises de l'interprofessionnel et un test pour plutôt les établissements de santé. Il y a une petite différence. Mais c'est des tests qui sont valables pour toutes les entreprises. Et bien sûr, je suis sûr que j'aurais eu la question, donc là, je réponds avant. On assure totalement l'anonymat et la confidentialité à tous les salariés. Donc les employeurs, les dirigeants, les DRH n'ont pas accès aux accès des salariés, n'ont pas accès à la plateforme, ne peuvent pas avoir accès aux résultats des uns et des autres, et c'est entièrement sécurisé et conforme à la RGPD. Peut-être juste quelques mots sur le diagnostic que reçoit chacun des salariés. C'est vraiment un bilan personnalisé. Et le but, en fait, c'est d'inviter les collaborateurs à prendre conscience de leur état, de leur situation, et de les inviter à se préserver eux-mêmes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui plaît généralement aux employeurs, aux directions et aux DRH, parce qu'on envoie un petit message aussi aux collaborateurs en disant n'attendez pas toute votre entreprise, vous avez sûrement des choses que vous pouvez faire de votre côté. Et dans ce bilan, on est capable de dire voilà, sur les dimensions qui épuisent les collaborateurs, de leur dire voilà, sur telle dimension, tu as peut-être des choses à ton niveau que tu peux activer. Quand je vous dis y voir plus clair et passer à l'action, eh bien, on encourage aussi les collaboratrices et collaborateurs à passer à l'action. La prise en charge psychologique, j'en ai déjà parlé. Voilà, chez Harmonie Mutuelle, on a une filiale qui s'appelle RMA, Ressources Mutualistes Assistance, avec des psychologues du travail qui vont pouvoir, là aussi, de manière anonyme et confidentielle. L'anonymat et la confidentialité, c'est de A à Z sur le projet. Souvent, des entreprises me demandent, mais s'il y a un salarié qui n'est pas bien et qui fait appel à vos psychologues du travail, est-ce que vous pouvez m'appeler pour me dire qui c'est et pourquoi? Ben non, on ne vous dira rien. Parce qu'on promet un anonymat de confidentialité. Donc, même quand le salarié qui n'est pas bien fait appel au psychologue du travail, il y a un numéro, il y a un mot de passe, mais le salarié n'a pas à s'identifier. La prise en charge est confidentielle, anonyme. On accompagne jusqu'à 55 entretiens par salarié quand on a besoin. Et éventuellement, si la situation l'impose, parce que parfois la situation peut être dramatique, le psychologue du travail sera amené à dire au salarié, il serait peut-être préférable que ton employeur soit au courant. Est-ce que vous m'autorisez à en parler à votre entreprise? Et si le salarié dit non, eh bien, vous ne pourrez pas, en tant qu'entreprise, savoir ce qui se passe pour tel ou tel salarié, parce qu'il faut absolument garantir l'anonymat, la confidentialité de A à Z, sinon on n'arrive pas à mener ce type de projet. En tant que salarié, on a envie que voilà, ça reste tout ça anonyme et confidentiel dans un premier temps. Le bilan entreprise, il vous donne un aperçu global du niveau d'énergie globale des équipes. On est capable de vous dire, voilà, à l'instant T, quand on a fait le test sur l'ensemble des salariés, vous avez X% de salariés qui sont dans le vert, énergisés, X% de salariés qui sont plutôt dans un stade naturel d'équilibre, et attention, vous avez X% des salariés qui sont déjà stressés, fatigués ou carrément épuisés. On est capable en plus de vous comparer ces résultats à un benchmark, qui est pour l'instant un benchmark
à majorité, on va dire, nord-européen, puisqu'on on lance la solution en France, donc on n'a pas encore, on va dire, beaucoup d'entreprises qui ont fait le test, mais on est capable de vous donner un étalon pour dire voilà, dans quelle fourchette vous vous situez. Et puis derrière, on est capable de vous dire, au-delà d'un score global, est-ce que vos salariés sont fatigués mentalement, physiquement. Et c'est important parce que dans certaines entreprises, je vous donne un exemple très concret et réel. Dans une entreprise, on avait des commerciaux étaient à 80% énergisés et 20% équilibrés. Quand on regardait les résultats, le directeur commercial a regardé les résultats de ses commerciaux, nickel, tout va bien. Sauf que quand on regardait les 5 dimensions, les 5 symptômes, physique, émotionnel, mental, comportemental, professionnel et mental, eh bien la moitié d'entre eux étaient fatigués mentalement. Donc il y avait un gros warning, c'est aujourd'hui tout va bien, mais là vous êtes en train de les perdre mentalement. Et derrière, il y avait des explications que le directeur commercial a tout de suite vu, et tout de suite ça a fait le tic dans sa tête, mais oui, on est à un carrefour de la transformation, on est en train de multiplier les produits que doivent vendre les commerciaux, on est en train de multiplier les clients qui doivent aller voir entre différents types de structures. Donc en fait, on est en train de multiplier les choses, donc multiplication des emails, multiplication du reporting dans les CRM, et en fait, je suis en train de les perdre parce qu'ils sont totalement connectés vis-à-vis des outils, on est en train de les perdre sur ce sujet-là, et ça va devenir, si on n'y fait rien, ça va devenir un sujet d'épuisement. Donc on est vraiment capable d'aller très loin dans l'analyse, que ce soit sur des symptômes, sur des populations de salariés. Et puis la partie la plus importante, je l'ai déjà décrit un petit peu en parlant de rouge et de vert, on est très dans la couleur quand on appréhende ce sujet, mais à la fin, on est capable de dire, voilà, sur l'ensemble du personnel ou aussi sur le site comme les commerciaux, on est capable d'avoir ce type de mapping, ce qu'on appelle des cartographies de risque. Pour faire simple, on a mesuré 29 facteurs, l'environnement professionnel, numérique, la vie privée, les traits de personnalité, et bien à la fin, on est capable de dire, voilà, quels sont qui sont dans la zone rouge, donc en haut à droite, qui épuisent considérablement vos équipes. Donc, ça doit être votre priorité numéro 1 parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui empêche vos salariés d'être peut-être plus performants, plus productifs, et ce qui les épuise considérablement. Puis on leur montre aussi d'autres zones, et puis on leur montre surtout la priorité numéro 2, des facteurs de risque qui marchent super bien, qui marchent pas bien, des facteurs de risque qui énergisent en fait les salariés, donc il faut forcément les cultiver. Donc on est vraiment sur y voir plus clair et passer à l'action. Parce que je vous donne un exemple, toujours le cas concret que je décline, d'une entreprise où en fait le perfectionnisme était tout en haut à droite du mapping, c'est-à-dire que le perfectionnisme épuisait 85% des collaborateurs de l'entreprise, sans aucune différence entre des commerciaux, des ouvriers, des managers, des dirigeants. Tout le monde était logé à la même enseigne, et quand on regardait après les résultats question par question, on est capable de regarder question par question, on se rendait compte que le perfectionnisme était installé individuellement, au niveau des managers et au niveau de la culture de l'entreprise. Quand le dirigeant d'entreprise a vu le mapping de fin, il a dit voilà, c'est exactement nous. On aurait été incapable consciemment de faire l'exercice de le remplir avec les facteurs de risque, mais c'est exactement nous, le perfectionnisme. C'est ce qui nous empêche aujourd'hui d'avancer. On a des standards, des critères qualité à suivre, et bien nous, on va toujours mettre la barre plus haut. On est une petite entreprise, mais on a un portefeuille de projet digne d'une grande entreprise. Bref, tout est surdimensionné. Une entreprise qui avait tendance à mettre des critères de réussite difficiles à atteindre, qui mettaient le curseur en fait, et ça épuisait toute l'entreprise. Donc vous voyez derrière, après on est capable assez rapidement de montrer à l'entreprise, si vous voulez travailler ce sujet-là de perfectionnisme, voilà quels sont les leviers d'action que vous pouvez ensuite activer. Après, bien sûr, je cherche à l'entreprise de revoir cette priorité selon aussi des impératifs business ou autres. Et puis, je charge à l'entreprise aussi de se dire, tiens, voilà, c'est la photo en juin 2020. Je vais mettre en place une politique RH et sociale, je vais l'adapter, la dynamiser par rapport à ce qu'on vient de se voir, et rendez-vous dans 3 ans. On refait le test et on voit si ce que j'ai mis en place a permis de faire bouger les lignes en la matière. Donc voilà un peu les différentes étapes de l'accompagnement des entreprises en la matière. Et je terminerai par cette slide, c'est qu'avec cet accompagnement, eh bien, on aide les entreprises à faire, elles en retirent en fait 4 bénéfices. Tout ce que je viens de vous décrire, ça permet aux entreprises de responsabiliser les collaborateurs. On a trop tendance dans l'entreprise à dire que le bien-être au travail, et souvent le terminologie qu'on retient, c'est du ressort de la DRH, de la direction générale. Non, c'est un sujet collectif. Et les collaborateurs ont aussi leur part dans ce travail-là. On est tous un petit peu maîtres de son destin. Le deuxième bénéfice, je n'ai pas parlé de ça jusqu'à maintenant, mais c'est important, c'est de vous objectiver ce qui se passe dans l'entreprise. Parce que comme chaque salarié fait le test sur sa situation, quand on agglomère un résultat, c'est plus les lui dire, c'est plus un expert qui a observé, non, c'est le résultat
du test de chaque individu. Donc, objectiver pour passer à la décision, ça peut être intéressant face à une direction générale pour mettre tout le monde d'accord sur ce qu'il faut faire. La troisième chose, c'est que vous dynamisez vos politiques RH, puisque grâce à l'analyse de l'énergie et de l'épuisement, eh bien, vous voyez quel levier il est peut-être plus important d'activer pour relever les défis de la productivité, diminuer l'absentéisme et ainsi de suite. Et puis, le quatrième bénéfice qui n'est pas anodin, c'est que finalement, généralement, moi, j'ai ces derniers temps pas mal de DRH qui m'interpellaient en me disant c'est super votre sujet, mais moi, ma grosse difficulté, c'est qu'on est une entreprise multi-site, qu'avec le CSE est un peu mou, j'arrive pas à travailler avec ces différentes parties prenantes. Et bien là, vous avez un projet qui vous permet de travailler et de réunir toutes les parties prenantes autour d'un beau sujet. Et généralement, quand on se lance dans l'aventure avec une entreprise, après, tout le monde dans l'entreprise parle d'énergie ou d'épuisement, ça devient un peu le sujet à la mode, et notamment la notion d'équilibre dont tout le monde parle ensuite dans les entreprises. Donc voilà ce qu'on cherche à faire pour accompagner les entreprises, pour les aider à y voir plus clair et à passer à l'action pour révéler tout le potentiel humain de l'entreprise, qui n'est pas un sujet facile à appréhender. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour en savoir plus, si jamais vous êtes intéressé, bien sûr, on est à votre disposition déjà dès maintenant pour répondre à vos questions, ou plus tard pour pouvoir reparler. Mais voilà, vous pouvez regarder, on a créé un mini-site qui est sorti il y a 2 semaines sur le sujet, harmonie-potentiel-humain.fr. Vous retrouvez un peu tout ce que je viens de vous présenter. Vous avez aussi des témoignages de chefs d'entreprise. Et la semaine prochaine, des témoignages de psychologues du travail, notamment, qui expliquent pourquoi c'est important d'appréhender cette notion d'énergie ou d'épuisement et comment il faut l'appréhender. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a énergisé et pas épuisé, au contraire. Merci de votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur certaines choses, si vous n'êtes pas d'accord avec des choses que j'ai formulées, allez-y, n'hésitez pas, c'est ouvert et je suis ouvert à toute discussion. Oui. Oui. Je recommence maintenant la question. Donc oui, l'idée pour un partage d'expérience par rapport à ce on commence à voir que dans l'office à la main, on plus commence à parler de chiffre d'office. Donc en termes de diagnostic, c'est un petit peu orienté. Un euro représentant une personne c'est la raison pour laquelle je suis revenue, c'est que c'est vraiment un sujet sur lequel donc je veux plus essayer de voir aussi bien sensibiliser par rapport à ce sujet. Et j'essaie d'organiser un négociation en tous les jours, donc c'est aussi donc très intéressée par la démarche d'ailleurs de demander à maintenant c'est voilà, concrètement par rapport à ce une expérience avec d'autres entreprises, parce qu'on a quand même un petit peu positif de ressources aussi. Oui, tout à fait. C'est important. Je ne connais pas le test que vous avez pas passé. J'en ai testé plusieurs. Par écrit, par oral, échantillon, par autorité. C'est plus quelque chose. Okay. Et si j'ai bien regardé, c'est pour moi. Je partagerai l'expérience d'une entreprise qui a commencé à discuter avec elle. La même situation que la vôtre. Et avant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le test qu'on propose à chacun des salariés, j'ai dit un petit peu, c'est pas un sondage. Dans les questions qu'on pose, c'est pas est-ce que tu es satisfait de ton manager, est-ce que tu es satisfait de ta rémunération, est-ce que tu es satisfait de ta charge de travail. C'est un test factuel.
est-ce que au quotidien, mon manager m'aide à résoudre des conflits? Est-ce que j'ai suffisamment de propositions de nouvelles formations pour développer mes compétences? Dans la vie privée, je suis confronté à des événements douloureux, type maladie, aidant, dénoncé. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a les salariés, en fait, assez rapidement comprennent que c'est pas je suis satisfait, pas satisfait, et qu'ils ne vont pas pouvoir biaiser l'analyse des résultats en insistant, parce qu'en fait, c'est des questions factuelles sur leur vie, donc des questions factuelles sur leur vie. On peut mentir, mais quand le test en plus permet de repérer, parce qu'en plus il y a des questions interro-négatives, des questions affirmatives, donc on voit assez rapidement les salariés qui peuvent essayer de casser la chose. Après, on donne tous les moyens pour que les salariés jouent, et donc c'est déjà un trait sur soi et pas sur l'environnement de l'entreprise de l'Australie. Déjà un premier paradigme très différent, donc peut-être que c'est pas ce que vous avez pu faire. Et puis après, on passe beaucoup de temps avant de lancer le CSE. Et si le CSE est la partie prenante, c'est compliqué d'y aller, mais on arrive assez facilement à convaincre les managers le CSE d'y aller parce qu'on va objectiver les choses. Mais comment c'est ça? Ouais. Et donc, on avait une entreprise sur la même situation où un CSE était assez virulent. Et pour le CSE, tout allait mal. Pour le DG, tout allait bien, circuler, il n'y a rien à voir. Et la DRH, les femmes étaient prises dans le peu. Et en 20 ans de carrière au DRH, je n'avais jamais trouvé l'outil, un peu comme vous, pour essayer d'appréhender l'outil. En fait, quand on a mis en place le sujet, ça a fait du bien à tout le monde parce qu'en fait, on a montré que tout allait bien dans l'entreprise globalement, qu'il n'y avait pas beaucoup de salariés qui étaient en stade d'épuisement, mais on montrait que globalement, tout le monde était en bonne santé, avait le moral, était mentalement en forme, mais on montrait qu'il y avait des vrais sujets qui épuisaient les collaborateurs. Donc en fait, on vient tellement avec une analyse fine et objective, il y a plusieurs dimensions, que ce n'est pas tout va bien, tout va mal, c'est qu'on montre globalement, il n'y a pas de risque d'épuisement, ça c'est la première chose qu'on essaye de voir, mais attention, il y a des choses qui marchent bien, et donc on essaye vraiment de tempérer un peu cette dimension. Et après, tout est affaire de communication. Dans la manière dont on accompagne les entreprises, on fait la communication interne pour les entreprises. Alors, c'est pour le plus grand qui a un service de communication interne. Mais la communication interne est extrêmement précieuse. Dire aux salariés que votre entreprise vous offre la possibilité de faire le point sur vous, et pas de dire répondez au sondage pour faire plaisir à la direction, c'est déjà un changement total de différence, très différent. Et puis après, on aime bien travailler avec une entreprise avec un gros projet. Et dans le cas de l'entreprise, il y avait des représentants du CSE, des délégués syndicaux, mais aussi les salariés volontaires. Et c'est avec eux qu'on met en place le projet. Et par exemple, il n'y avait pas la direction générale. Ben, rien que faire ça, ce groupe déjà teste avant tout le monde le dispositif, donc ça permettra de dire répondez parce qu'en fait c'est bluffant sur nous. Donc c'est aussi une manière d'embarquer en amont avec un gros projet. Effectivement, si on travaille qu'avec la direction générale, on aura beau faire de la com interne pour dire c'est pas une satisfaction, répondez sur votre ressenti, ça ne marchera pas. C'est vraiment un projet collectif, donc il y a certaines entreprises qui ne sont pas prêtes. Parfois aller dans ce dispositif parce qu'il faut vraiment embarquer tout le monde dès le départ. Alors, je ne sais pas si je réponds brièvement à vos questions. Mais... Oui. Peut-être reformuler parce qu'ils n'entendent pas bien avec le micro. Alors, je vais partager une expérience sur la résidence. On a réalisé auprès de nos salariés 2 enquêtes à 1 an avec chacune de ces enquêtes avait un objectif un peu différent, mais elle donnait aux collaborateurs l'occasion de qualifier finalement un peu l'entreprise et si l'entreprise a combien d'enquêtes. Première enquête, c'était une enquête par rapport à la RSE, parce qu'on est engagé dans une démarche RSE, et en fait, on demandait aux collaborateurs comment ils situaient l'entreprise par rapport à la RSE. C'est une enquête qui a été faite, qu'on a faite à la maison, qui guillemets, avec des questions qui étaient ouvertes. On a eu des réponses pas toujours très sympas, voire voilà, un peu frisantes, je dirais. Donc, cette sortie, voilà, c'était pas très positif. Bon. 1 an plus tard, donc il y a quelques semaines là, on a refait une enquête, et là, c'était avec un objectif en fait de développer notre rapport employeur. C'est-à-dire, on a dit aux collaborateurs, il faut qu'on développe, il faut qu'on mette en avant
qui on est comme employeur pour pouvoir démarquer par rapport aux autres entreprises et pour mettre en avant les points forts de notre entreprise pour qu'on puisse attirer justement de nouveaux talents. Donc là, on a fait appel à une entreprise extérieure qui avait développé une enquête. Voilà, c'est certainement pas une enquête aussi détaillée et scientifique, on va dire, ce que vous avez pu vous développer, mais c'était une enquête où les questions étaient vraiment factuelles. Il y avait beaucoup de questions, je ne sais plus, une quarantaine ou cinquantaine de questions, très détaillées, et en fait, plutôt que de dire est-ce que vous êtes bien informé, hein, c'était est-ce que vous connaissez votre entreprise? Est-ce que vous savez quel est votre rôle dans l'entreprise? Des éléments effectivement très factuels. Et là, il y a des résultats extrêmement positifs. Des résultats extrêmement positifs, c'est-à-dire qu'on est ressorti avec une note de 7 sur 10 globalement sur la qualité d'employeur de l'entreprise et avec des points extrêmement forts qu'on va maintenant pouvoir mettre en valeur à l'extérieur et qui sont ressentis par les collaborateurs. Donc finalement, voilà, l'enseignement que je te tire, c'est que oui, il y a des choses, ça n'empêche pas qu'on a repéré des choses et qu'on sait qu'il y a des choses à améliorer, qu'il n'y a rien de parfait, qu'il y a toujours des choses sur lesquelles il faut travailler, faire progresser, des sources d'agacement, d'épuisement, etc. Mais on peut, en fait, effectivement, via une enquête qui va s'appuyer sur des faits, on peut ressortir la vérité, je pense, de la situation. Vous avez raison, en fait, toutes les réponses qu'on veut faire, qu'on veut chercher, c'est positif, en fait, parce qu'il y en a, dans le support, il y a un tableau comparatif entre les différentes solutions de sondage et d'enquête, mais je vais peut-être la montrer parce que est important par rapport au débat, et merci pour votre intervention de qualité, parce qu'effectivement, ça dépend ce qu'on veut faire, ce qu'on cherche à faire. Et en fait, en France, vous avez 5 types de solutions sur le marché. Vous avez des plateformes de sondage, où vous avez des opérateurs qui vous proposent d'avoir accès à une application pour faire vous-même vos sondages. Ça vous permet de recueillir instantanément du feedback salarié. Peu dangereux à faire parce que vous êtes tout seul pour aller sonder les salariés, ça peut être compliqué. Après, vous avez l'audit RPS, vous avez un expert qui va observer l'entreprise pour chercher, pour voir comment les salariés sont exposés à des risques psychosociaux. Vous avez les baromètres de climat social qui vont être un peu ce que vous avez décrit. Effectivement, c'est est-ce que on va demander en fait l'avis aux salariés sur les projets de l'entreprise dans la matière, sur comment évolue l'entreprise, est-ce que c'est un cadre motivant, engageant. On va prendre un peu la température sur le moral et la motivation des salariés, mais ça ne va pas vous dire si vos salariés sont énergisés ou épuisés, qu'est-ce qui les énergise ou les épuise, mais ça permet quand même de prendre la température. Et après, vous avez les baromètres QVT qui, là, sont plutôt la satisfaction par rapport au cadre de votre travail. Là aussi, ça ne va pas vous dire si vous êtes des salariés énergisés ou épuisés, ça va vous permettre de savoir si les gens sont satisfaits des conditions de travail, ce qui est aussi différent et ce qui peut être un piège, parce que ça peut être un défouloir assez rapidement quand on fait les enquêtes de satisfaction. Donc, vous voyez, en fait, tout dépend de ce qu'on va chercher à mesurer, harmonie potentiel humain, et là, pour mesurer l'exposition des salariés au risque d'épuisement et comment on peut ensuite essayer de développer le potentiel humain. Et je vous donne un exemple de question. Dans un baromètre de climat social, on va pouvoir avoir comme question est-ce que vous pensez que toutes les communautés Skype, Teams, Yammer, Facebook Live, toutes les communautés qui ont été mises en place dans une entreprise permettent de faciliter la co-construction? Donc là, on demande l'avis du salarié sur des choses factuelles. Est-ce que le fait que l'entreprise a mis en place plein d'outils numériques permet de faciliter la co-construction? Ça, c'est typiquement le genre de choses que vous allez avoir dans un baromètre de climat social. Dans Harmonie potentiel humain, la question va être est-ce que le développement de différents outils numériques complexifie au jour le jour les messages, la quantité de messages et multiplie la quantité de messages à traiter? Vous voyez, là, on va être totalement différent. D'un côté, on va voir si l'initiative de l'entreprise est appréciée des collaborateurs et porte ses fruits sur un objectif opérationnel. De l'autre, on va chercher est-ce que tel mouvement dans l'entreprise vous énergise, vous épuise. Vous avez raison, c'est entièrement par rapport à vos deux initiatives en matière de. Je vais chercher du feedback salarié. Ça dépend ce qu'on veut chercher, ce qu'on veut mesurer. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Mais c'est surtout le piège à éviter, c'est de vouloir dans un dispositif chercher plein de choses. Et selon le type de dispositif que vous devez choisir, vous n'aurez pas les mêmes résultats et donc la même portée opérationnelle. Si je peux rebondir par rapport à ce que vous avez dit.
Voilà, et juste pour ce tableau comparatif que vous pourrez retrouver dans la présentation ou sur notre mini-site. Voilà, forcément, petit moment publicitaire, mais à monnaie potentielle humain, il faut voir qu'on ne mesure pas la même chose que les autres. Et puis surtout, ce n'est pas les mêmes fonctionnalités. Il n'y a pas de validation scientifique sur le reste. Il n'y a pas de vision 360 degrés des facteurs de risque. Vous n'aurez pas le même panorama de tout ce qui énergise ou épuise vos salariés. On donne, nous, un reporting aux salariés, on donne des clés pour agir. Ça, vous ne le trouverez pas ailleurs. Et c'est quand même important de donner aux salariés un reporting individuel. On met en place du soutien psychologique parce qu'on va chercher des choses qui peuvent secouer les salariés. Et puis, comme je vous disais, on a un benchmark interne, puisqu'on peut comparer les populations de salariés entre eux pour voir effectivement où est-ce qu'il y a le plus d'épuisement et le plus d'énergie. Et puis, un benchmark externe qui vous permet de vous comparer par rapport à une norme globale marché. Est-ce que vous avez d'autres questions? Excusez-moi, par contre, j'ai des indicateurs pour chaque personne. Ah oui, Alors, la définition que je donnerais à l'énergie, je vais m'appuyer sur le support. L'approche scientifique a montré en fait que je commençais par la réponse sur l'épuisement. L'épuisement, c'est que voilà, un salarié épuisé, c'est un salarié qui conjugue plusieurs symptômes d'épuisement. Donc, il faut une conjonction de plusieurs symptômes. Et derrière, on l'explique par un déséquilibre à long terme entre des facteurs énergisants et des facteurs épuisants qui ont pris plus d'importance et qui ne permettent plus aux salariés de faire face aux exigences de la vie quotidienne. Le salarié qui est dans un stade d'énergie, donc énergisé, c'est qu'on va dire que tous les feux sont au vert, il y a pratiquement 0 symptômes de stress et de fatigue. C'est-à-dire que quand on mesure dans l'outil, on mesure 25 symptômes de stress et de fatigue. Un salarié énergisé, c'est un salarié qui n'a pratiquement aucun symptôme de stress et de fatigue. C'est-à-dire que physiquement, mentalement, émotionnellement, au niveau comportemental et au niveau professionnel, il n'y a aucun symptôme de stress et de fatigue. Et quand on regarde les facteurs, la plupart des facteurs de sa vie quotidienne l'énergisent. Et ce qui explique qu'il y a le mot équilibre, mais il y a peut-être un déséquilibre à l'inverse, c'est que pratiquement tout est au vert dans l'entreprise. Voilà la définition que je pourrais vous donner de l'énergie. Et la deuxième question, je l'ai oubliée, je suis désolé. Quels sont les signes Donc en fait, ouais. Alors, du coup, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais du coup, sur à quoi on reconnaît un salarié qui est énergisé, c'est ce que je vous disais en fait, c'est que dans le test qui va passer, dans le modèle multifactoriel, on va repérer un salarié qui est énergisé parce qu'il n'aura aucun symptôme de stress et de fatigue. Donc, ça veut dire que niveau là, il y a une qualité du sommeil qui est extrêmement bonne, il y a 0 trouble musculo-squelettique, il n'y a pas de douleur physique. En fait, je vais vous refaire en fait toute la panoplie, mais c'est quelqu'un qui arrive à contrôler ses émotions, qui n'a aucun symptôme d'anxiété, qui est fier du travail qu'il fait, qui s'investit, qui a un sentiment d'efficacité, qui est satisfait du travail effectué, qui va en plus parfois recommander son employeur. Voilà à quoi on reconnaît un salarié énergisé. Il faut qu'il y ait un ensemble de symptômes qui soient portés vers l'énergie et donc une absence de stress et de fatigue. C'est plutôt comme ça qu'on reconnaît le salarié énergisé, c'est par l'absence de symptômes très forts de stress et de fatigue. À quel moment peut-on estimer que la notion d'énergie est une petite enfance? Je ne peux pas répondre à cette question parce qu'en fait, on est tous normalement dans un état naturel d'équilibre. Sauf qu'à certains moments, on va basculer vers un stade progressif d'énergie ou un stade progressif d'épuisement. Il n'y a pas de règle dans la matière, c'est un processus long parce que un salarié en burn-out, c'est quelqu'un qui était d'abord dans un stade d'équilibre et puis à un moment donné, il va y avoir dans sa vie privée quelque chose qui va l'épuiser. Puis après, un autre élément dans sa vie professionnelle qui va aussi rajouter. À fur et à mesure, la balance va pencher d'un côté ou de l'autre. Mais en fait, quelles que soient les situations, le rapport au temps va être totalement différent. Il y a peut-être des salariés qui vont tomber dans l'épuisement au bout d'un mois, d'autres, ça va être un cheminement super long, ça va prendre quelques années. Il n'y a pas de règle en la matière sur le timing, parce qu'on est tous différents, on a tous une vie différente. Après, bien évidemment, une entreprise qui accélère sa transformation et qui est très ambitieuse et qui transforme tout en quelques mois parce que le ou la dirigeante a envie d'aller vite, il se peut que ça entraîne plus d'épuisement de manière beaucoup plus rapide.
ça va être, voilà, on est sur quelque chose de systémique, donc c'est compliqué de vous répondre tel quel. Bon, c'est juste que c'est des processus longs, mais qui peuvent être plus ou moins longs selon le contexte d'entreprise. Et puis après, la question qu'on pose souvent à l'entreprise, c'est à quel moment il faut se lancer dans l'aventure. Là aussi, question complexe à lancer parce que ça peut être selon j'ai des entreprises, par exemple, qui me disent voilà, on a une activité très saisonnière, est-ce qu'il faut le faire quand on est en plein rush ou est-ce qu'il faut le faire quand on n'est pas en plein rush? La question, c'est qu'il faut le faire quand on est en plein rush parce que c'est là où les conditions, vous avez besoin des salariés en pleine forme et c'est là où les facteurs sont transcendés en la matière. Et forcément, si on le fait en plein rush et qu'on le fait en novembre 2017, si on le refait 2 mois après, peut-être que ce n'est pas la même photo. Si on le refait 2 ans après, ce n'est pas la même photo. Parce que ce rapport des salariés de l'entreprise sur l'énergie ou l'épuisement va être dépendant de pas mal de facteurs, de leur vie privée, de ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe aussi à l'extérieur. Si une entreprise qui a fait une photographie avant le Covid, si on refait après le Covid, il va forcément se passer pas mal de choses. Donc le rapport au temps est extrêmement... Je ne peux pas vous répondre tel quel. Nous, ce qu'on sait juste, c'est qu'on est capable de faire une photographie à l'instant T. Voilà, si on faisait ici, on est un collectif. J'aurais pu très bien vous dire, voilà, je vous donne 20 minutes pour faire le test, on aurait instantanément les résultats de notre collectif en matière d'énergie ou d'épuisement. Mais le rapport que je vous présenterai sur comment on est tous énergisés ou épuisés, bah on est le 4 juin, c'est le 4 juin. C'est voilà comment vous êtes aujourd'hui. On est capable de vous donner cette vision à aujourd'hui. Si on le refait dans 2 semaines, ça sera, je pense, peu ou prou la même chose, mais si on le fait dans 3 mois, 4 mois, il sera passé beaucoup de choses dans vos organisations et dans votre vie qui fait que le rapport ne sera pas le même. J'espère avoir répondu à votre question. Apparemment, Florent, il y a un problème avec le site. Ah, il n'est pas accessible. Problème de connexion. Donc c'est harmonie-potentiel-humain.fr. Pardon, peut-être une mise à jour ce matin qui fait que. Voilà. Ah. C'est sur quel navigateur? Alors, on est en plein lancement, donc il peut y avoir quelques petits ratés. Après, ce qu'on peut faire, c'est de coordonner, Est-ce que vous avez d'autres questions, des commentaires ou des réactions? Oui. Excusez-moi, j'ai manqué de prendre partie de votre présentation. En 2 mots, quel est le coût et combien de temps pour votre cette démarche? Je n'ai pas entendu au début. Excusez-moi, j'ai manqué une grande partie de votre présentation, d'accord. En 2 mots, quel délai pour mettre ça en place? Des disponibilités pour démarrer, et puis quel délai pour mettre en place et quel coût? Oui. 2 questions importantes. L'un des avantages de l'approche, c'est qu'on utilise des outils informatiques et digitalisés. Donc, avec le digital, on va vite. Donc, au moment où une entreprise nous dit banco, on y va, on met en place, et la fin où on présente le bilan entreprise et les priorités d'action, si une entreprise a du répondant, parce qu'il faut aussi que l'entreprise ait du répondant, en moyenne, là par exemple, on vient de le faire avec une entreprise, en 2 mois, on a clôturé toute la démarche, c'est-à-dire un test individuel et bilan entreprise. En 2 mois, ça peut être fait, donc c'est très vite. Et c'est important parce que par rapport à la question de monsieur tout au fond, si la photographie, on l'a fait maintenant, il faut agir assez rapidement, donc il faut aller vite sur ces sujets-là. Donc en grosso modo, c'est 2 à 3 mois. Mais c'est dépendant aussi de la volonté et de la capacité des entreprises à se mettre en mouvement en la matière, parce que s'il faut mettre en place un groupe projet, ce qui est toujours mieux avec le CSE, les salariés volontaires, ça peut prendre du temps. Et si on a parfois des partenaires sociaux un peu mous, qui ne savent pas qui on va mettre dans le groupe, bah, ça rajoute du temps, donc on perd un timing. Mais retenez 2 à 3 mois. Et après le coût, donc le coût, ça dépend de beaucoup de variables. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ce que vous devez retenir, c'est que c'est à peu près 40 € par salarié. C'est juste une moyenne, ça peut être un peu plus, un peu moins, ça va dépendre de pas mal de facteurs différents, parce qu'il y a le prix par salarié, et puis on passe aussi pas mal de temps avec vous dans les entreprises pour le mettre en place, on fait votre communication interne, on met en place une ligne d'écoute psychologique pour prendre en charge des salariés qui peuvent être secoués par ce type de démarche, donc voilà, retenez 40 € en moyenne par salarié. De toute l'entreprise.
On a intérêt à ce qu'ils répondent. En moyenne, on est entre 75 et 85% de taux de participation. Alors, ça va dépendre, je ne connais pas vos tailles d'organisation, mais sur les. Alors, en Belgique, par exemple, où l'approche est beaucoup plus développée, ou aux Pays-Bas. Pardon, je vous donne un exemple très concret. Il y a Deloitte Luxembourg, où il y a 3000 consultants au Luxembourg. Il y en a 2800 qu'on reconnaît. Je ne sais pas le calcul en tête, mais c'est. Voilà, sur certaines boîtes de 6000 salariés, on est plutôt à 75% de participation. Et dernièrement, on a fait une entreprise où il y avait 88%, une boîte de 300 salariés, 88% des salariés ont participé. Donc, si on enlève ceux qui sont en arrêt maladie et qui n'étaient pas là, on est proche d'un taux assez élevé. Et là encore, on arrive à un taux de participation parce qu'on passe beaucoup de temps avec un gros projet. Et les secrets pour y arriver, il faut absolument avoir un gros projet qui représente l'entreprise. Et ce n'est pas uniquement la direction générale qui fait le job. Il faut aussi que la direction générale prenne des engagements en matière de communication interne, de dire voilà, on communiquera les résultats. C'est aussi un deal gagnant-gagnant avec les entreprises. Et puis, il faut être sérieux, il faut être transparent sur anonymat, confidentialité. Il faut sensibiliser les managers, parce que les managers ont un rôle extrêmement important dans ce genre de démarche. Et ça marche assez rapidement parce que quand le manager ensuite reçoit son rapport, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que comme on est capable de regarder ce qui se passe par population de salariés, on est capable, voilà, quand je étais là, le directeur commercial, je prends un exemple, il a eu son rapport pour ses 30 commerciaux. Bah, c'est un service qu'on lui rend, parce que maintenant, dans la façon de manager son équipe, il aura en tête l'énergie et l'épuisement, et il peut aussi faire un travail avec son équipe, de dire voilà nos résultats, comment collectivement on travaille dans la direction commerciale pour essayer de faciliter l'énergie des uns et des autres. Et ça, c'est pas mal parce qu'en plus, le ou la DRH en question, ça lui permet aussi d'embarquer ses homologues pour dire, toi, directeur commercial, tu peux aussi faire ton plan d'action en matière d'énergie et d'épuisement. Ce n'est pas uniquement de la DRH de faire des plans d'action en la matière. Donc voilà le certain nombre de. Oui. Allez-y. Le plan d'action en question fait partie des éléments de conseil de l'équipe, parce qu'il va ça si on va dire. Oui, alors on va pas, pour être très clair, vous vous souvenez du mapping que je vous ai présenté avec les zones de risque. Nous, on est capable, on va jusqu'à dire, voilà, vous avez, voilà comment sont répartis les facteurs de risque. Et tel facteur, si vous voulez, si c'est un facteur épuisant, voilà les différents leviers que vous devez activer pour essayer de combattre l'épuisement de ce facteur. Donc, si je prends l'exemple du perfectionnisme, on était capable de dire qu'il faut du coaching individuel pour les collaborateurs qui ont du mal avec la notion de perfectionnisme. Il faut revoir les pratiques managériales, parce que quand vous avez des managers perfectionnistes, c'est qu'ils défont le travail des collaborateurs, ils mettent des exigences hyper, et puis en fait, ils transmettent leur ambition hypertrophique par rapport à ça. Il faut revoir, généralement, quand on a un perfectionniste dans l'entreprise qui est installé au niveau culturel, c'est parce qu'il y a un flou stratégique sur c'est quoi les objectifs de la boîte. Quand il y a un flou stratégique que la direction générale est rendue à 2040 alors qu'on est en 2020, avec le quotidien par rapport à la stratégie, les ambitions, les événements, à un moment donné, vous perdez tout le monde. Et généralement, le perfectionnisme s'installe aussi quand le collaborateur, en fait, il ne sait plus c'est quoi les objectifs prioritaires à atteindre. Donc, il y a ça aussi à traiter. Ça peut être aussi système de rémunération, de reconnaissance, qui a trait aussi, qui va entraîner du perfectionnisme. Si l'entreprise ne reconnaît que les résultats, ne récompense jamais les efforts ou les investissements faits par les uns par les autres. Donc, vous voyez, on va très loin dans la description assez concrète de facteurs qu'il faut sans doute travailler pour essayer d'enlever ces facteurs épuisants. Après, on ne va pas jusqu'au plan d'action, on est capable de le faire, mais c'est une autre prestation d'accompagnement. On est capable, bien sûr. On a 1500 experts partout en France sur toutes les thématiques qu'il y a dans le diagnostic qui peuvent vous accompagner en la matière de n'importe quoi. Si la charge de travail, s'il y a une charge de travail trop complexe et trop dense émotionnellement, on a des consultants qui peuvent accompagner l'entreprise en la matière. Nous, on s'arrête simplement dans le cadre de ce que je vous présente là, à vous dire voilà ce qui énergise et ce qui épuise, et voilà à l'intérieur ce qu'il faut travailler si vous voulez cultiver ou transformer. Après, pour mettre en action, pour vous aider à prioriser, trouver les bons consultants, les experts qui peuvent le faire, c'est un travail après à faire. Je ne sais pas si je réponds bien. Ouais. Je donne un exemple très concret, qui est encore plus concret dans une entreprise. Le deuxième facteur le plus épuisant, c'était qu'il y avait 40% des salariés qui ont été confrontés pour des 12 derniers mois à des événements de vie douloureux. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, violence conjugale, surendettement, situation d'aidant, et ainsi de suite. Et dans une boîte de 400 salariés, la fonction RH pas du tout calibrée pour prendre en charge ces 40% de salariés qui sont confrontés à ce genre de choses. Et avant de faire le test, la DRH ne voyait qu'une ou deux personnes. Quand on affiche 40% qui sont épuisés par ça, ben la conséquence, voilà,
Comment on a aidé l'entreprise? Eh bien, chez Harmonie Mutuelle, on a la chance d'avoir des assistantes sociales partout en France. Et donc, on a fait venir une assistante sociale qui fait une permanence une fois tous les trimestres dans le bureau de la médecine du travail pour avoir un petit cadre confidentiel et ce qui permet aux salariés sur le temps de travail de pouvoir, s'ils le souhaitent, avoir quelqu'un qui est compétent pour répondre à ces difficultés en la matière. Donc, on peut avoir des choses telles le perfectionnisme qui sont des gros sujets à traiter et c'est multidimensionnel parce qu'il faut regarder au niveau individuel, managérial, organisationnel. Et puis, de l'autre côté, parfois, le diagnostic fait ressortir des victoires rapides et des choses très simples à mettre en place. Et quel que soit en fait, le sujet, chez Harmonie Mutuelle, on est capable de vous aider à trouver la bonne solution à mettre en place. Et parfois, ça peut être dans une entreprise, on a affiché le mapping avec les facteurs de risque et derrière, qu'est-ce qu'il fallait travailler. Et l'attente numéro 1 du chef d'entreprise a été de dire Harmonie Mutuelle, trouvez-moi un consultant en intelligence cognitive qui va m'aider avec mon COMEX à prendre tout ça et à faire nous notre plan d'action. Je ne veux pas que ça soit Harmonie Mutuelle qui fait le plan d'action, je veux que ça vienne de nous. J'ai un COMEX avec lequel on n'a jamais construit des choses. Là, on a un super sujet, trouvez-moi quelqu'un qui nous fasse travailler, pas qui nous dise ce qu'on doit faire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne va pas jusqu'au plan d'action, c'est que là, selon vos organisations, vos entreprises, ça va être un peu différent sur la manière d'aller plus loin et de vous accompagner. C'est important effectivement de savoir comment on peut actionner parce que c'est bien beau de faire ce genre de sujets, mais derrière, il faut que ça porte. Faut qu'il y ait une partie opérationnelle et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce diagnostic, d'aller tout de suite identifier ce qu'il faut changer dans l'entreprise et puis faire des choix. Parce que vous notez bien que 29 facteurs de risque, ça soulève tout un tas de sujets, on ne peut pas tout faire, mais il faut prioriser. Et l'idée après, c'est on fait une fois la photo, c'est de la refaire dans 3 ans pour se dire est-ce que les choses ont changé par rapport à ce qu'on a mis en place. Alors forcément, si on fait bouger le perfectionniste, c'était le perfectionniste qui était tout en haut en rouge, ça ne veut pas dire que dans 3 ans, tout peut-être le perfectionniste disparaît parce qu'il peut se passer plein de choses dans l'entreprise, des éléments externes qui vont venir freiner un peu l'impact de la politique RH et sociale. Et voilà pour vous répondre comment on peut aller vers l'action avec ce dispositif. D'autres questions ou remarques? Tout bon. Donc, merci pour la qualité de nos échanges. J'espère que je vous ai énergisé ce matin en parlant de ce beau sujet qui est comment on peut révéler le potentiel humain dans l'entreprise, qui est un beau sujet. On vous enverra donc, comme d'habitude, le lien pour le replay et puis éventuellement des coordonnées si vous souhaitez davantage d'informations sur cet outil. On vous enverra les coordonnées. Merci à toutes et tous pour votre présence ce matin. Une belle journée, puis à bientôt. Merci. Au revoir.